C'est avec un très grand plaisir que je suis chargée, Madame et Monsieur, de vous remettre le Grand Prix de l'Académie Lorraine des Sciences 2022 qui vous est décerné pour votre ouvrage collectif « Le vote électronique ». Vos brillantes compétences et une certaine complémentarité vous ont placé parmi les meilleurs spécialistes mondiaux de ce sujet. Vous avez ainsi conçu, en collaboration avec d'autres chercheurs, le logiciel de vote électronique open source Belenios. Votre livre a par sa clarté le mérite d'être accessible à tout lecteur intéressé par ce sujet. Vous avez posé en sous-titre les défis du secret et de la transparence, annonçant ainsi d'emblée le désir de répondre aux questions que pose l'usage du vote électronique, ses contraintes, ses avantages, ses possibilités, ses meilleurs domaines d'utilisation actuels. Dans un premier temps, vous comparez l'usage du vote électronique à celui du vote papier, en précisant qu'il n'y a pas de réponse universelle à la question pour ou contre le vote électronique, mais des éléments à mettre en exergue pour que la décision de passer de l'un à l'autre dans un contexte particulier puisse être prise en toute connaissance de cause. Vous évoquez les différentes formes de vote, le système préférentiel français de l'urne, avec sa simplicité, qui le rend compréhensible par chacun, celui de l'utilisation des machines, du vote par correspondance, du vote par Internet, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le vote électronique est confronté au défi du secret à garantir aux votants et à la vérifiabilité des résultats. D'abord, nécessité. Secret et transparence, deux critères apparemment contradictoires à respecter simultanément. Concernant le secret, à vous suivre, le lecteur découvre la complexité des diverses obligations à satisfaire pour construire un système sans faille. Actuellement, les techniques cryptographiques les plus avancées permettent de répondre aux différentes exigences de confidentialité du scrutin. Vous en décrivez tous les éléments. Quant à la transparence, elle doit permettre de vérifier que le bulletin de vote transmis correspond bien à l'intention de l'électeur, qu'il est présent dans l'urne, que le résultat proclamé correspond au bulletin dans l'urne, et enfin que les bulletins proviennent d'électeurs légitimes. Vous avez toutes les réponses précises issues de votre important travail. Ce livre présente une étude très complète des problèmes soulevés par la mise en place du vote électronique, son adaptabilité aux circonstances et sa pertinence au regard de l'électeur. Ce dernier peut trouver là une réponse à son questionnement, même s'il n'a pas la capacité de suivre l'analyse scientifique dans sa totalité. Le vote électronique se répand rapidement dans de nombreux domaines et il est important que les utilisateurs soient en possession d'un maximum d'éléments pour justifier ou non son emploi dans un contexte particulier. Vous apportez les réponses les plus complètes dans le cadre des connaissances actuelles et le mérite vous en revient. Je suis donc ravie de vous adresser toutes les félicitations de l'Académie Lorraine des Sciences et nos engagements pour la poursuite de vos travaux. Toutes félicitations. Oui. Je m'associe à la photo. Jean-François. Un appareil qui consomme peu d'énergie. Bien. On peut vous laisser la parole si vous voulez bien. Oui.
Donc d'abord, merci beaucoup à l'Académie des sciences de Lorraine pour ce prix qui nous touche beaucoup, qui vient récompenser un travail d'écriture qui a duré plus de 2 ans pour ce livre. Alors le vote électronique, ça fait plus de 2 ans qu'on s'y intéresse, ça fait en fait très longtemps. On l'a d'abord abordé plutôt d'un point de vue de chercheur, pour Pierrick en tant que chercheur cryptographe, donc tous les aspects cryptographie, chiffrement. Pour ma part, en tant qu'informaticienne en sécurité, donc pour les aspects plutôt protocole. Et donc on s'est d'abord intéressé à ce sujet d'un point de vue plutôt théorique et informatique. Qu'est-ce qu'un bon système de vote? Quelles sont les propriétés? Comment les atteindre? Et on a d'ailleurs proposé notre premier protocole Belenios, qui a été mentionné et qui a grandi puisqu'il est maintenant utilisé dans plusieurs milliers d'élections chaque année. Il est utilisé par exemple dans des laboratoires de l'Université de Lorraine, il est utilisé dans différents endroits en Europe, comme la Cour européenne des comptes, la Cour des comptes européenne par exemple. Et puis, comme on a développé notre système, on a été abordé par des industriels pour qu'on regarde les leurs, qu'on les améliore, ce qui nous a permis de passer un peu de chercheurs plutôt théoriques à avoir partagé aussi la vue terrain, voir quelles étaient les problématiques rencontrées par les industriels qui se confrontaient à des millions d'électeurs. Et puis on a également été sollicité par des ministères pour les conseiller. On a été sollicité souvent par les médias pour qu'on leur donne notre avis sur tel ou tel système qui est utilisé. Donc petit à petit, on a finalement bâti un peu notre pensée autour du vote électronique, à la fois d'un point de vue scientifique et aussi plus terrain. Et donc il y avait un petit peu cette idée de livre qui a germé, mais qui était pas vraiment, on n'était pas prêt à le faire. Et donc on doit vraiment remercier ici Gérard Berry, professeur au Collège de France, académicien et directeur de collection chez Odile Jacob. Donc c'est lui qui est venu nous trouver, qui nous a proposé d'écrire ce livre. C'est vraiment ça qui a été un déclencheur et qui nous a permis un peu d'articuler toute notre pensée et de la développer autour de ce livre. Et en plus, on a profité aussi du fait qu'on était confinés. Donc finalement, c'est un bon moment pour écrire un livre. Et donc, plutôt que vous faire un cours sur le vote électronique, on a choisi de vous proposer un petit sketch sur des idées reçues qu'on peut avoir sur le vote électronique et que vous pourrez trouver dans un encart au début, chapitre 1 du livre. Voilà, donc on va vous présenter un peu ces idées reçues sous forme interactive. Ok. Alors pour ce sketch, moi, je vais jouer la personne qui fait des remarques plutôt de bon sens. Quelqu'un, un décideur, on va imaginer un député, bon, faut imaginer que j'ai une cravate, qui a envie de faire bouger les choses, qui fait des remarques de bon sens et qui veut donc donner des idées sur le vote électronique. Et donc Véronique ici va répondre en tant que scientifique avec des réponses essentiellement tirées du livre. Bon, j'y vais, j'ai une cravate. Un des vrais problèmes de notre démocratie, c'est l'abstention. On s'en rend bien compte. Et le vote électronique devrait quand même pouvoir aider en ce sens, notamment auprès des jeunes. Alors c'est vrai que l'abstention est vraiment un argument qui revient très souvent pour l'adoption du vote électronique. Et donc déjà à propos des jeunes, en fait, on s'aperçoit que les vieux, enfin les plus âgés, sont tout aussi compétents pour voter électroniquement. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et surtout, les études ont montré que l'abstention et le vote électronique sont indépendants. Il n'y a pas d'effet positif sur l'abstention avec le vote électronique. Donc, je peux prendre par exemple l'exemple de l'Estonie, qui vote par voie électronique depuis très longtemps, près de 20 ans. Donc, c'est une démocratie parlementaire. Donc, leurs grandes élections à eux, c'est les élections législatives. Et à leurs dernières élections, il y avait 36% d'abstention, à comparer avec nos 28% d'abstention pour les présidentielles, nos grandes élections à nous. Et donc finalement, malheureusement, j'ai envie de dire, le vote électronique n'apporte pas une solution. Les raisons de l'abstention sont probablement plus profondes. Quand même, dans notre société de plus en plus dématérialisée, on a tous des téléphones très intelligents dans nos poches. On fait plein de choses, on sécurise plein de choses, y compris des choses très très importantes, des transferts bancaires, des choses comme ça. Il y a des millions de transactions qui se font par jour. Le vote électronique, on va bien y arriver à sécuriser ça. Ça ne doit pas être beaucoup plus dur. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, on va utiliser de toute façon des techniques un peu similaires à la sécurisation des transactions bancaires. Mais une grande différence entre sécuriser le vote électronique et les transactions bancaires, c'est qu'une attaque réussie dans le vote électronique, c'est une attaque qui ne se voit pas. Dans le monde bancaire, si je réussis, je vais voler 1 million, plusieurs millions, ça va se voir.
Une attaque contre un hôpital, je vais bloquer l'hôpital, ça va se voir. Dans le vote électronique, ça se verra pas, et donc ça demande non seulement de sécuriser, mais aussi de mettre en place des mécanismes de transparence, de vérifiabilité, pour rendre possible de voir toute attaque qui pourrait corrompre, modifier les résultats, par exemple, ou permettre à des attaquants de savoir qui a voté quoi. Alors là, je change un tout petit peu ma casquette. Maintenant, je suis quelqu'un qui, en plus, est très technophile et très au courant des dernières technologies. Donc, ces derniers temps, on a vu le développement du Bitcoin, des crypto-monnaies, et donc en particulier la technologie blockchain. Ça brasse de nouveau des millions, ça marche bien, et franchement, avec cette technologie qui permet énormément de transparence, on doit pouvoir faire un système de vote électronique parfait. Alors, le Bitcoin et le vote électronique, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la presse. Alors, pas les grandes lignes, mais quand même, ça revient régulièrement. Alors, sachez que c'est un critère très pratique pour vous. Si quelqu'un vous dit « ce système est sûr parce qu'il utilise de la blockchain », a priori, c'est un très mauvais système. Alors, on peut construire des bons systèmes avec une blockchain, ce genre de choses, mais le problème fondamental, c'est que la blockchain ne résout pas le vrai défi du vote électronique, à savoir préserver à la fois le secret et la transparence du scrutin. Ça peut être une aide, mais c'est vraiment pas la réponse aux principales briques. Donc, ça peut pas être sécurisé par une blockchain. Il faut absolument comprendre beaucoup mieux comment ça fonctionne. Alors, je change de côté parce que jusqu'à maintenant, je donnais plutôt... Attends, décale-toi, pour que j'ai le micro. Je donnais plutôt des idées reçues dans le sens oui, c'est bien de faire du vote électronique. Mais maintenant, c'est dans l'autre sens. Parce qu'évidemment, il y a des idées reçues dans les deux sens. En tant qu'électeur, je vois bien, je me connecte à un serveur, je lui donne mon identité pour que le serveur puisse savoir que j'ai le droit de vote, et je lui donne aussi mon vote. Donc forcément, il connaît ce que je vote. Merci pour le secret de mon choix. Alors, le secret du vote, c'est vraiment une propriété fondamentale. On a encore besoin que la législation progresse, mais sur ce point, la CNIL est très claire. Le secret du vote doit être préservé. Donc c'est vrai, en tant qu'électeur, quand on se connecte à un serveur, à un ordinateur, la première chose qu'on fait, c'est s'authentifier, dire je suis Véronique Cortier, parce qu'il faut bien que le serveur s'assure que j'ai le droit de vote, que j'ai pas déjà voté, et mettre à jour la liste d'émargement. Et donc, pour donner un peu une intuition de comment est-ce que quand même on préserve le secret du vote, c'est un petit peu comme dans le vote papier. J'ai un bulletin, je le mets dans une enveloppe. Donc, dans le vote papier, c'est l'enveloppe qui permet que vous sachiez pas pour qui j'ai voté. Dans le vote électronique, on va utiliser du chiffrement à clé publique. C'est-à-dire que le cadenas, tout le monde l'a. Eh bien, mais tout le monde, le serveur n'a pas la clé. Et on veut pas non plus qu'une seule personne ait la clé. Donc en fait, l'électeur utilise non pas un cadenas, mais plusieurs. Mettons ici 3. Et c'est comme ça qu'il scelle son vote. Et ni l'électeur, ni le serveur n'a les clés de déchiffrement. Typiquement, les clés de déchiffrement sont confiées à des autorités différentes. Soit des candidats, soit des membres du bureau de vote. J'en ai une, moi. Voilà. Mais j'en ai qu'une. J'en ai qu'une. Voilà, une seule. C'est chacun à la sienne. Et c'est ça qui est envoyé au serveur du vote. Et les technologies cryptographiques permettent que jamais, en fait, on va ouvrir individuellement ce bulletin. Ce sera vraiment un déchiffrement dans son ensemble de tous les bulletins ensemble, jamais un par un, pour ne jamais savoir ce que j'ai voté. Je suis. Ah oui, donc dernière idée reçue. Bon, de toute façon, vous m'ôterez pas de l'idée, le vote papier, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Un isoloir, une urne transparente, on fera jamais aussi bien. Alors d'une certaine manière, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que si on parle du vote papier tel qu'il est organisé en France dans des élections politiques importantes, présidentielles, législatives, municipales, donc les élections qu'on connaît bien, où les gens se déplacent dans des bureaux de vote avec une urne transparente qui est effectivement surveillée par plusieurs personnes et un dépouillement où il y a également plusieurs personnes qui assistent, des observateurs. On fera pas aussi bien, à l'état de l'art, dans le vote électronique, on fait pas aussi bien en termes de transparence, et je parle pas de la simplicité. Sans même mentionner la simplicité. Donc voilà, à l'heure actuelle, la réponse est claire, il n'y a pas d'intérêt à passer au vote électronique si on a la possibilité d'utiliser un vote à l'urne aussi sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on peut dire d'un côté, le vote papier c'est bien, le vote avec des ordinateurs c'est mauvais.
Parce que même dans le vote papier, déjà, j'ai déjà voté à l'université. Des fois, l'urne est surveillée par une seule personne, voire une seule personne surveille plusieurs urnes. On est moins bien en sécurité. Parfois, pour éviter de déchiffrer, d'avoir des trop petites urnes, les urnes se promènent avant qu'on les ouvre. On est moins bien en sécurité. Et si vous pensez maintenant au vote par correspondance que vous avez peut-être utilisé, dans ce cas, on met un bulletin dans une enveloppe, puis dans une deuxième enveloppe qu'on envoie. Est-ce que vous êtes sûr que ça arrive? Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas remplacé? Est-ce que vous êtes sûr que la personne qui va émarger à votre place ne regarde pas pour qui vous votez? Je sais qu'il y a un représentant des Français de l'étranger qui me disait que c'était lui qui emmenait le sachet d'enveloppe à l'urne avant qu'elle soit ouverte. Donc quand un candidat à sa succession amène les enveloppes, ça laisse toujours un petit peu suspect. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est avoir le même esprit critique, et c'est ça qu'on essaye de développer, aider à développer dans ce livre, c'est avoir le même esprit critique pour tout type d'élection, papier, électronique. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? Quelles sont les propriétés qu'on a? Et est-ce que le vote électronique va les améliorer ou les empirer? Ça dépend vraiment des cas. Ok. Donc voilà, on arrive à la fin du petit sketch sur les idées reçues. Et donc, pour conclure, là, je rebondis sur essentiellement ce que vient de dire à la fin Véronique. À savoir qu'il est crucial en fait de faire une analyse de sécurité d'un point de vue vraiment technique. On a des propriétés qu'on veut préserver ou pas. Les instances comme la CNIL ou l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, sont très précieuses pour ça. Ils donnent des recommandations, ils sont vraiment des acteurs clés et on interagit énormément avec eux. Donc voilà, il y a cet aspect technique qui est nécessaire pour faire l'analyse de risque, mais j'ai aussi envie d'insister là pour conclure sur un autre aspect qui est que le problème va bien au-delà des aspects techniques et que donc déjà typiquement il y a des aspects juridiques, hein, les preuves que nous on connaît au sens informatique, ça fait pas forcément des preuves juridiques. Il y a des aspects sociologiques, typiquement comme on vient de le voir dans la conférence d'avant, on peut se poser la question est-ce que dématérialiser un moment démocratique, ça a un sens sociologique? Certainement oui, il faut se poser la question, est-ce que dans certains contextes c'est acceptable ou non? Et puis il y a des aspects ergonomiques, typiquement ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de voter ces derniers jours pour les élections de l'université ont peut-être expérimenté des difficultés parce que le système avait certains problèmes au niveau de l'authentification, pas au niveau de la sécurité, mais juste au niveau de l'ergonomie. Enfin, il y avait peut-être des problèmes de sécurité aussi, mais en tout cas au niveau de l'ergonomie, ce qui était le plus visible, c'est que c'était pas évident. Et donc, je pense que cette nécessaire interaction entre des aspects très techniques et des aspects, on va dire, sciences humaines, c'est vraiment un sujet qui rend un élément qui rend ce sujet passionnant. Et donc, en tout cas, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça nous intéresse autant. Et donc, je vous remercie encore pour ce prix qui nous flatte et nous fait vraiment un grand plaisir. Voilà, donc On vous remet un diplôme et une médaille frappée à l'ALS et à votre nom. Mais on aimerait savoir où vous travaillez. Vous avez dit ce que vous faisiez, mais dans quelle institution? C'est vrai. Merci de réparer cet malheureux oubli. Donc, nous sommes tous les deux chercheurs au CNRS, au laboratoire Lauria, le laboratoire d'informatique qui est situé sur le campus de sciences à Nancy.